Je vais vous faire un exposé dont vous voyez le titre affiché là sur l'écran. Je vais vous parler, alors très rapidement, parce que les exposés de ce matin, réalisés de façon excellente par les 4 agriculteurs que vous avez vus ce matin à la tribune, vous ont déjà largement détaillé quels sont les 3 principes de l'agriculture de conservation. Donc je passerai rapidement sur ces principes-là. Et ensuite, je vous exposerai, là aussi rapidement, les principales performances agroécologiques de l'agriculture de conservation au niveau mondial, donc au travers de la littérature internationale. Bien, je vous propose de démarrer. Je pense que tout le monde a eu le temps de s'installer maintenant. Essayez de gérer à la fois le micro, le pointeur et le clavier. Oh non, je vais faire, je te remercie. Bien, alors, les principes et les performances agroécologiques de l'agriculture de conservation au niveau mondial. Alors, tout a commencé dans les années 30 aux États-Unis à cause du fameux Dust Bowl, qui a été ce vent de poussière, enfin, des épisodes d'érosion éolienne très intenses qui étaient provoqués non seulement par le travail du sol, mais également par de longues périodes de sécheresse. Donc, le sol était arraché, déposé en d'autres endroits, et ça a été évidemment une grande catastrophe aux États-Unis à ce moment-là. Ça a donné lieu au film assez bien, enfin, très connu, Les raisins de la colère. Alors, il ne faut pas s'imaginer que ce phénomène de Dust Bowl n'existe plus. Il existe encore aujourd'hui en Argentine, mais pas simplement en Argentine. On se rend compte qu'il existe également en Chine, c'est plutôt dans le nord de la Chine, en Australie, au Brésil, peut-être que Ricardo nous en parlera. Alors, nous allons éteindre la lumière. Bon, je réalise que vous n'aviez peut-être pas bien vu, je ne sais pas si elle apparaissait bien ou pas, la photo. La photo, on l'a prise dans les années 30 aux États-Unis, le fameux Dust Bowl, la terre arrachée, les particules de terre arrachées en certains endroits, déposées en d'autres, voilà, qui occasionnait évidemment des manques de production très très importants. Ce phénomène existe toujours donc, en Argentine, mais également ailleurs, au Brésil, en Chine, en Australie, peut-être encore dans d'autres régions du monde. Alors, ces événements ont conduit justement aux États-Unis à la mise en place d'autres systèmes de production qui consistaient à ne plus travailler le sol, en tout cas le moins possible. Et ça a donné lieu aujourd'hui à l'agriculture de conservation des sols, qui pour la FAO repose sur 3 principes. Alors c'est là que je vais aller assez vite puisque Sarah l'a bien expliqué ce matin. Elle repose, cette agriculture de conservation, sur 3 piliers. Tout d'abord, souvent c'est le deuxième ou le troisième qui est présenté, moi j'ai choisi de le présenter en premier. Le premier principe, c'est la rotation, l'association des cultures. Je l'ai mis en premier parce que c'est le principe qui est le plus facilement adoptable par les agriculteurs qui sont intéressés par ce système-là. C'est vraiment celui par lequel ils peuvent le plus facilement commencer. Donc il s'agit de mettre en place des rotations complexes, minimum 3 espèces de familles différentes, et de pratiquer des associations d'espèces, au moins dans les cultures intermédiaires, mais si possible aussi dans les cultures de vente, évidemment en privilégiant les légumineuses. Il en a été question ce matin. Or voilà, par exemple, passer d'une rotation simple de 2 ans, tournesol, blé dur, à une rotation beaucoup plus complexe, par exemple ici une rotation de 6 ans, un agriculteur dans la salle pourra reconnaître, c'était la sienne il y a au moins 2-3 ans. Moi, je crois qu'il y a Roger t'a apporté de toutes petites modifications à cette rotation aujourd'hui. Second principe, la couverture permanente des sols. Couverture permanente de nature organique, évidemment, donc par un mulch mort ou par un couvert vivant, et en permanence sur plus de 30% de la surface. Et ça, c'est un pourcentage qui, au départ, a été donné par la FAO, qui a été repris par l'USDA aux États-Unis, qui a été repris par la FAO. Alors là, vous voyez, je vous donne la définition de l'agriculture de conservation selon la FAO, qui date de 2015. Et je discutais tout à l'heure avec Gérard Rass, donc secrétaire général de la PAD, qui me disait qu'en fait, il y a un problème de définition aujourd'hui de l'agriculture de conservation. Ça, c'est le type de définition que l'on trouve sur le site officiel de la FAO, mais sur les pages en français. Et la définition n'est pas tout à fait la même lorsque l'on regarde les pages en anglais. Bon, donc, justement, Gérard fait partie d'un groupe de travail
pour clarifier un petit peu ces définitions au niveau international. Et troisième pilier, en fait c'est celui-là qui permet de réussir le second, c'est un travail du sol minimum. Alors minimum selon cette définition de la FAO, soit disant que maintenant la FAO, me disait Gérard, la FAO considère que l'agriculture de conservation c'est carrément le non-travail du sol en continu. Donc travail minimum très réduit ou nul. Voilà. Certains pourcentages sont avancés sur la page en français, pas sur les pages en anglais. Alors ici vous voyez un tracteur qui sème du blé, donc en automne à cette époque, dans un couvert d'été, du sorgho, et puis en bas une culture de printemps, en l'occurrence du maïs, dans un couvert hivernal à base de févrole et de facélie. Alors évidemment, on l'a dit ce matin, il s'agit d'un changement majeur de paradigme, à la fois agricole, il en a été fortement question ce matin, mais un changement de paradigme pour nous aussi, chercheurs, donc un changement de paradigme agronomique. Alors évidemment, il ne s'agit pas de connaître dans le détail les différents processus, du fonctionnement biologique des sols. En fait, il faut connaître les leviers d'action, et c'est vraiment l'élément essentiel pour que l'activité biologique du sol soit suffisamment importante et permette de remplacer le travail mécanique du sol. Et en activant les bons leviers, effectivement, l'agriculteur peut se dégager du temps. Alors, l'agriculture de conservation des sols, elle peut et elle est pratiquée dans des contextes pédoclimatiques très variés. Cela va du niveau de la mer jusqu'à plus de 3000 mètres, sur des sols qui contiennent soit beaucoup de sable, soit beaucoup d'argile, vous avez des exemples, et pratiquée sous des climats soit très arrosés, soit plutôt très secs. Donc on peut dire que l'agriculture de conservation, en fait, est pratiquée aujourd'hui dans toutes les régions agricoles du monde. Elle est pratiquée également dans des contextes socio-économiques contrastés. Donc des agricultures de type industriel lourdement mécanisées sur de grandes surfaces, des parcelles de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'hectares, mais elle existe également sous la forme d'une agriculture beaucoup moins mécanisée, même à traction animale, et dans des exploitations plutôt de type familial. Si l'on regarde les 40 dernières années, on se rend compte que cette agriculture a essentiellement connu un effort important, un très grand effort, ces 40 dernières années à partir donc, du milieu des années 90. Néanmoins, aujourd'hui, on arrive à un pourcentage au niveau mondial qui n'est pas très très élevé, c'est 11% des terres cultivées. En Amérique du Sud, c'est là qu'elle représente la part la plus importante. 60% des terres cultivées sont en agriculture de conservation. En Amérique du Nord, c'est un petit peu moins, plus de 2 fois moins, 24%. Et là, on arrive au pourcentage relativement faible que l'on rencontre en Europe, 2,8%, et en France, vraiment, c'est un type d'agriculture qui est très très peu représenté. Seulement 1% de la surface cultivée l'est en agriculture de conservation. Bien, voilà, ça c'était pour la présentation générale avec des éléments qui avaient déjà été exposés ce matin. Maintenant, nous allons voir un petit peu ce que nous dit la recherche scientifique, justement en termes de performance agroécologique de cette agriculture. Alors, j'expose ça de la façon suivante, une question principale, et que nous dit la recherche scientifique en réponse à cette question-là? Première question, l'agriculture de conservation des sols est-elle plus productive que l'agriculture conventionnelle? Eh bien, ça dépend. Alors, dans le monde, la principale méta-analyse qui a été publiée sur le sujet fait état d'une production légèrement inférieure de 2,5% par rapport à l'agriculture basée sur le labour. Et là, il s'agit bien de l'agriculture de conservation des sols, lorsque les trois grands principes sont appliqués. Mais des farmers nord-américains contestent ce chiffre et ils ont mis en place un site internet sur lequel ils expliquent en 28 raisons, si ma mémoire est bonne, 28 bonnes raisons selon eux, expliquant pourquoi eux, sur leur propre parcelle, ils obtiennent des rendements qui sont supérieurs aux rendements obtenus sur les parcelles expérimentales des stations de recherche, donc suivies par les chercheurs. Donc voilà, ce chiffre-là est fortement contesté
par les farmers nord-américains. En contexte de stress hydrique, là c'est assez clair, vous allez voir, je citerai des chiffres à plusieurs moments, reprise, l'agriculture de conservation a des rendements supérieurs aux conventionnels. En climat sec, ben vous voyez, ces augmentations de rendement vont de 20 à 120%, donc généralement plutôt de 50 à 100% d'augmentation des rendements par rapport aux conventionnels. Par contre, en Europe du Nord, évidemment, là on se rend compte qu'en climat relativement humide, eh bien, les rendements sont moindres à ce que l'on obtient en conventionnel. En Europe du Sud, on retrouve cette supériorité des rendements. Ces rendements augmentent avec l'ancienneté du système, ça aussi c'est bien connu. À chaque fois que vous voyez des références scientifiques en rouge, c'est qu'il s'agit de recherches internationales menées dans plusieurs pays, ou alors qu'il s'agit d'une synthèse bibliographique importante. Seconde question, l'agriculture de conservation des sols améliore-t-elle la qualité du sol? Alors oui et non. Elle améliore la stabilité structurale du sol, ce qui permet de diminuer l'érosion, d'augmenter la portance. Elle améliore l'activité biologique du sol, donc une amélioration de la porosité verticale, de l'infiltration des pluies, de la valorisation du phosphore et de la réserve utile du sol. Elle améliore la micro et la macro-porosité profonde, d'où une augmentation de la RFU, la réserve facilement utilisable du sol. Elle améliore la conductivité hydraulique profonde et elle améliore le drainage. Par contre, côté négatif, elle augmente la densité apparente sur l'horizon 0,25 cm. Du coup, une diminution de l'aération de cet horizon, une diminution de la température de surface, ce qui peut provoquer des retards au semis de culture d'été, et une augmentation de l'hydromorphie de surface, pareil, ça peut provoquer des retards pour les semis de printemps. Autre point, elle augmente l'acidité en surface. Alors François Landin disait ce matin que ce n'est pas du tout ce qu'il observait sur son exploitation. C'est vrai que pendant très longtemps, c'est ce type d'inconvénient dont on entendait parler très souvent, mais de plus en plus, et il semblerait que ça soit lié à l'ancienneté des systèmes, probablement qu'avec l'ancienneté des systèmes, le pH peut remonter après avoir connu une phase de descente vers des valeurs acides. Autre point négatif, il y a une augmentation de la concentration du phosphore en surface. Alors pourquoi est-ce négatif? C'est pas tellement pour l'alimentation des plantes, parce que les mycorhizes sont capables de récupérer ce phosphore, mais par contre, lorsqu'il y a érosion, alors heureusement elle est limitée, mais lorsqu'il y a érosion, eh bien on perd à ce moment-là des particules de sol avec beaucoup de phosphore emporté. Cette agriculture est-elle synonyme d'un emploi accru d'herbicides? Alors oui, à court terme, mais non à moyen et long terme. Il y a donc une phase de transition pour l'apprentissage et la maturation du système. Et puis on constate qu'après un certain nombre d'années d'agriculture de conservation bien conduite, en respectant bien les trois principes, eh bien on observe une baisse de la levée des adventices après semis, donc une baisse du recours aux herbicides qui devient identique, voire parfois inférieur. On l'a bien vu avec Christian Abadi ce matin, qui en est à des huitièmes de dose. Donc usage moindre des herbicides par rapport au système conventionnel. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent. On constate une augmentation, et ça c'est un inconvénient, augmentation des écoulements de dérivation qui passent par les galeries de vers de terre. Lorsqu'il pleut beaucoup, l'eau transite directement de la surface aux couches profondes du sol et peut atteindre ainsi les nappes phréatiques et polluer ainsi la nappe phréatique. Mais j'ai trouvé cette semaine en fait une publication qui démontre que lorsque l'eau emprunte ces galeries de vers de terre, elle est en contact de ce qu'on appelle la trilosphère, c'est la matière organique riche en micro-organismes qui tapissent la galerie de haut en bas. Et dans ces galeries, les micro-organismes ont une activité de dégradation, de biodégradation des molécules accrue, parce que les gènes de dégradation des molécules chez ces micro-organismes sont activés dans cet environnement-là. Donc ça, c'est important de le savoir et de le dire également. L'agriculture de conservation des sols est-elle synonyme de plus de maladies, plus de ravageurs? Globalement, non. En ce qui concerne les maladies, c'est assez clair. Il y a une tendance générale à la baisse, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'exception, mais globalement, il y a une tendance à la baisse. En ce qui concerne les ravageurs, commençons par les limaces. Là, effectivement,
il y a plus de problèmes de ravageurs en système de conservation qu'en système de labour. Mais, alors là, ça c'est évidemment le premier point, c'est la littérature et beaucoup d'échos de terrain qui en font état. Mais parfois, on entend, et de plus en plus, des échos remontant du terrain, selon lesquels, après plusieurs années d'agriculture de conservation bien conduite, et pendant la pause du repas, certains agriculteurs me l'ont confirmé, on peut, même en ce qui concerne les limaces, observer une amélioration de la situation en agriculture de conservation. Concernant les autres ravageurs, il y a une tendance générale à la diminution. Et un autre point important, ce type d'agriculture favorise le contrôle biologique des ravageurs des cultures. Et même le système agriculture de conservation devient, pour ce service écosystémique, parce que c'est un service écosystémique, les techniques deviennent plus influentes que le paysage. Et ça, c'est vraiment une donnée très très importante qu'il faut porter à la connaissance des agriculteurs, parce que ça les encourage vraiment à soigner leurs techniques, parce que jusqu'à maintenant, on leur disait, bon, les régulations biologiques contre les ravageurs des cultures, ça dépend du paysage, parfois à 2-3 km. On est en train de démontrer que parfois, non, c'est des pratiques dans la parcelle qui peuvent être plus importantes dans certains cas. Cette agriculture est-elle plus résiliente face au changement climatique? Oui. Elle est plus résiliente que la conventionnelle en contexte, à nouveau, de stress hydrique. Tout simplement grâce à un apport de matière organique au sol. Est-ce qu'elle permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors d'abord, via la séquestration du carbone. La réponse c'est oui, mais avec un certain bémol. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un potentiel élevé de stockage de carbone dans les sols agricoles. On estime qu'à peu près 1,4 milliard de tonnes de carbone sont stockées par an, soit une augmentation de presque 0,5% par an de la teneur en carbone de l'horizon de surface. Et là, on retrouve la valeur de 4 pour 1000 et le projet de 4 pour 1000 d'augmentation de la teneur en matière organique des sols pour lutter contre le réchauffement climatique. Autre point important, on découvre aujourd'hui, c'est des travaux relativement récents, qu'il y a finalement un stockage de carbone en profondeur, en dessous de 30 cm. Et la question importante qu'il faut poser aujourd'hui, c'est qu'en est-il en agriculture de conservation? Ce stockage profond est-il plus important en agriculture de conservation qu'en agriculture sur labour? Un apport de matière organique sous forme de couverts végétaux, de résidus, permet un stockage de carbone important. Alors ça, c'est un des piliers de l'agriculture de conservation, mais c'est évidemment vrai en agriculture système labour conventionnel, qui peut stocker, même s'il y a travail du sol, mais du moment qu'il y a apport de matière organique, on peut observer 300 à 500 kg de carbone par hectare et par an qui sont stockés, donc qu'il y ait ou pas travail du sol. Mais, un papier, alors ça précise un propos ce matin de François Mandin, en agriculture de conservation, un papier démontre que l'on peut stocker de 500 à 900 kg de carbone par hectare et par an. Et donc Christian Abadi parlait de mesures réalisées chez lui qui avaient trouvé des stockages à hauteur de 1 tonne, voire plus. Bon, peut-être que c'est à préciser, mais il semble bien que lorsque on ne se contente pas d'apporter de la matière organique, mais qu'on applique les deux autres principes, et surtout le non-travail du sol, on améliore la quantité de carbone stocké, et jusqu'à des valeurs élevées. Par contre, le non-travail du sol tout seul n'a quasiment pas d'effet positif. Alors, quelques travaux disent oui, mais la plupart des travaux disent que l'effet dérisoire sur le stockage de carbone, il faut associer ce non-travail du sol à des apports importants de matière organique. Pardon. Voilà, et via des émissions moindres, éventuellement de CO2, de protoxyde d'azote et de méthane, la réponse est oui, de façon plus nette. Parce qu'il y a diminution, vous le voyez, de 60% de la consommation de carburant, une diminution des émissions de protoxyde d'azote et de CH4, après quelques années d'agriculture de conservation bien conduite. Alors que durant les premières années, et dans les systèmes jeunes donc, on observe au contraire une augmentation de des émissions de N2O, surtout, mais aussi de CH4, mais au bout d'un certain nombre, qui sont issus de l'activité microbiologique des sols. Mais au bout d'un certain nombre d'années, cette activité microbiologique est légèrement différente parce que des souches nouvelles arrivent, et ce sont des souches microbiennes qui métabolisent le protoxyde d'azote et le CH4, qui vivent en dégradant les molécules, si vous voulez. Et dernière question, l'agriculture de conservation est-elle rentable? En fait, oui, elle l'est. Vous voyez, grâce à des baisses des frais de main-d'œuvre, des frais de carburant,
des frais d'entretien matériel. Ça, ce sont des chiffres issus de projets internationaux. Et donc, on obtient un profit économique plus élevé. C'est également bien documenté dans plusieurs recherches internationales. Et je termine en vous donnant les principaux résultats que nous avons obtenus sur le terrain au cours du projet CERAC. CERAC voulant dire Service de régulation en agriculture conventionnelle et de conservation. Et c'est la thèse d'Ariane Chabert, donc présente aujourd'hui. Et la principale question qui est posée dans ce travail, c'est quels sont les effets de deux gradients sur les performances agroécologiques. Ces deux gradients, c'est d'une part le niveau d'adoption des trois piliers de l'agriculture de conservation. Alors, labour, rotation simple, zéro couvert versus les trois piliers de l'agriculture de conservation, mais plus ou moins adoptés, comme vous le verrez, puisque c'est un gradient. Et deuxième gradient, la pression en traitement phytosanitaire. Eh bien, pour faire très simple, voilà les principaux résultats. La vitesse d'infiltration de l'eau en surface, elle est meilleure en labour. Ça ne veut pas dire qu'elle soit la plus mauvaise en semi-direct, attention, mais elle est la meilleure en labour. La stabilité structurale des agrégats, elle est meilleure en non-travail du sol. Là également, ça ne veut pas dire qu'elle soit la pire en travail du sol, mais lorsqu'elle est bonne comme ça, ben on a une moindre érosion et donc moins de perte de fertilisants, de polluants. Les régulations biologiques, elles sont variables, mais elles ont tendance à être meilleures en agriculture de conservation, dans une moindre mesure en TCS. La productivité des cultures en bio, elle est mieux garantie si le labour est maintenu. Et la productivité des cultures en conventionnel, ben en fait, elle est très variable, que ce soit en travail du sol comme en non-travail du sol. Mais c'est en semi-direct, et plus précisément donc en agriculture de conservation, qu'elle est la plus variable. Et c'est en agriculture de conservation que nous avons observé les plus hauts comme les plus faibles rendements. En ce qui concerne les services environnementaux, par exemple, stockage des gaz à effet de serre, ben, ils augmentent avec la diminution du travail du sol et la diminution du recours aux produits phytosanitaires. Alors cela a été étudié indirectement avec un logiciel particulier de Solagro. Voilà, ça n'a pas été mesuré directement. En conclusion, on peut dire que l'agriculture de conservation en Midi-Pyrénées n'offre globalement pas tous les avantages qu'elle semble offrir dans les pays qui la pratiquent depuis de nombreuses années. Et les explications possibles, c'est d'une part qu'il doit y avoir une certaine immaturité globalement des systèmes que nous avons étudiés, enfin ça nous le savons, hein, nous connaissons l'ancienneté de chacun des systèmes étudiés. Et second point, c'est qu'on pense qu'il y a, et cela aussi a été évoqué ce matin, en fait il y a un manque d'encadrement technique, à la base il y a carrément un manque de connaissances qui peut être divulgué par des instituts d'abord de recherche, puis des instituts techniques. Il faut vraiment améliorer l'accompagnement technique auprès des agriculteurs pour améliorer les performances agroécologiques de l'agriculture de conservation. En Midi-Pyrénées au moins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, je pense que j'ai été un petit peu long. Merci. Alors, nous avons maintenant une séance de 10 minutes pour répondre à des questions, s'il y en a. En principe, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Oui, bonjour, Bérangère Violet. Je travaille sur la problématique pollution diffuse et justement ce qu'on abordait tout à l'heure, savoir est-ce qu'effectivement il y a un gros débat sur est-ce que l'agriculture de conservation des sols, le bon travail du sol est un facteur positif ou négatif sur cette partie pollution des nappes. Est-ce qu'il y a des recherches en cours? Parce qu'en fait, on est vraiment, même dans les modèles, on ne peut pas à l'heure actuelle le prendre en compte. Dans les modélisations qui sont faites à l'heure actuelle, c'est forcément agriculture conventionnelle. Oui. Alors, effectivement, on manque de références en France sur cette question-là. Et un programme de recherche vient de démarrer, financé par l'agence de l'eau du bassin à Tours-Garonne. La partie développement a démarré il y a déjà 2 ans. Par contre, le volet recherche, nommé bagage, le programme développé par l'agence de l'eau s'appelle AGRO, A-G-R'-E-A. Il a démarré donc il y a 2 ans en ce qui concerne le développement. Là, le volet recherche s'appelle bagage, et lui vient de démarrer cette année, en début d'année, et on est en train de finaliser, de peaufiner les protocoles
Et ça sera étudié, ces questions-là seront étudiées dans le cadre de ce projet-là. Mais aujourd'hui, on en manque de références, oui, c'est vrai. Ouais, bonjour, juste Marion Desquilbet de l'INRA. Juste une question de précision. Je suis très surprise des chiffres, 60% d'agriculture de conservation en Amérique du Sud, 24% en Amérique du Nord. Est-ce que c'est vraiment avec les 3 piliers? C'est quoi exactement les 60% en Amérique du Sud et 24% en Amérique du Nord? Je ne sais pas si vous savez. Alors, je ne suis pas le mieux placé de cette tribune pour répondre à cette question, mais ce que je peux répondre d'ores et déjà, c'est que 2 éléments. Il est très difficile d'apprécier à l'échelle des pays en général, que ce soit les pays que vous mentionnez ou d'autres, même en France d'ailleurs. Il est très difficile d'avoir une vision juste de la proportion des systèmes qui sont en vraie agriculture de conservation. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que j'ai essayé de faire attention justement à ce point-là dans la littérature que j'ai lue, et ce que j'ai lu, c'est que effectivement les pourcentages avancés concernent effectivement des systèmes en agriculture de conservation, respectant a priori, respectant les 3 principes. Mais attention, ça dépend à quelle définition de l'agriculture de conservation on fait référence. Fait-on référence à la définition la plus stricte dont me parlait Gérard tout à l'heure, Gérard Ras, c'est-à-dire absolument aucun travail du sol pendant plusieurs années, alors après il reste à définir le nombre d'années. Ou est-ce qu'on tolère une certaine perturbation du sol, comme vous avez vu sur le diapo? La FAO, en tout cas dans certaines définitions, accepte, tolère que le sol soit travaillé sur maximum 25% de la surface de la parcelle, ou alors que le sillon soit travaillé sur une largeur maximale de 15 cm. Voilà. Je pense que c'est une question de référence. À quelle référence faisons-nous justement appel, quoi. Peut-être que Ricardo ou Erin, voilà, Ricardo apportera notre précision. Oui, bonjour, Christian Maroton, agriculteur. Depuis le début de la journée, là, le thème du colloque, c'est 3 piliers, là, le volet social, économique et environnemental. Et je suis un peu surpris depuis ce matin, dans toutes les interventions, d'une forme d'opposition entre le non-labour et le couvert végétal et le bio. La question, c'est, ça n'existe pas du non-labour, du couvert végétal et du bio? Si, bien sûr que ça existe. Oui, ça existe. Dans le panel... Et ça marche? Ah ben ça marche. Il y a des agriculteurs qui vivent de leur activité. Après, je pense que si on mesurait tout un panel d'indicateurs sur l'exploitation, certains indicateurs seraient moins bons que dans d'autres systèmes, et puis d'autres seraient meilleurs. Bon, mais c'est une réalité. Ces systèmes existent. De non-travail, enfin, pas de non-travail continu, mais de non-travail fréquent, majoritairement représenté dans le système, et un travail superficiel pratiqué de temps en temps. Cela en bio, évidemment, en appliquant les 2 autres principes. Ça, il y en a, et nous en avions dans notre panel de 54 agriculteurs étudiés. Il y en a, bien sûr. Mais, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que tu fais référence à ça, en France, un système en non-travail du sol continu pendant plusieurs années et en bio, je n'en connais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que je connais des agriculteurs qui ont démarré dans cette voie, mais ils ont démarré depuis 1 an et demi, 2 ans, dans le sud du Gers, enfin le sud-ouest du Gers. Et bon, je les rencontrais, je discutais avec eux avant-hier. Oui, c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. Mais je pense que Ricardo en parlera aussi, parce qu'on discutait hier ou avant-hier, je lui posais cette question, est-ce que l'agriculture de conservation, la plus stricte, on va dire la plus stricte, non travail du sol en permanence, en bio, est-ce que ça existe au Brésil? Il m'a dit que oui. Et donc ça existe, et Ricardo pourra en parler tout à l'heure. Oui, ça fera faire beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Oui, bonjour. Donc, Benoît Delmas, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron.
Donc moi je travaille plutôt dans un secteur d'élevage. Et je trouve assez curieux des fois qu'on parle, enfin, l'agriculture de conservation, elle arrive souvent des milieux de grande culture. Et moi j'estime que dans certains systèmes, notamment polyculture et élevage, les systèmes sont vraiment pas loin de l'agriculture de conservation parce que tout simplement ils intègrent des prairies que les grandes cultures on peut oublier. Et ça c'est quand même un point fort. Et je trouve que notamment dans les présentations qui sont faites, on reste toujours dans le monde des grandes cultures. Je pense qu'il y a des points de convergence qui devraient être faits avec l'élevage, même s'il y a des grands choix qui ont été faits en France de spécialisation des régions, et c'est bien dommage. Mais là, je veux dire, il y a des secteurs. Le département de l'Aveyron, il est couvert à 75% de prairies. Et c'est la meilleure couverture qu'on puisse avoir des sols quelque part dans un système. Mais derrière, je trouve qu'on devrait faire des ponts avec ce qui se passe aussi dans les zones d'élevage. Voilà. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Parmi les 54 agriculteurs que nous avions des éleveurs aussi. Et j'ai voulu, sur la page qui résume les résultats que nous avons trouvés dans le projet CERAC, qu'Ariane trouve dans sa thèse, j'aurais pu rajouter une ligne, j'aurais dû. Nous avons mis en évidence que les parcelles que nous avons suivies, j'aurais dû dire, je dis juste cela du protocole, nous avons donné la même semence de blé, la même semence de févrole à 54 agriculteurs qui les ont semés chez lui, selon leurs pratiques personnelles. Et en ce qui concerne le blé, chez les conventionnels, la moitié était traitée, la moitié n'était pas traitée. Et on a vu comment la culture se comportait chez tout le monde. Et on s'est rendu compte, Ariane a constaté, que chez les agriculteurs en polyculture, élevage, l'état sanitaire naturel, spontané, dans la partie non traitée, des cultures était meilleur que dans les exploitations sans élevage. Donc absolument, il y a vraiment un intérêt de l'élevage. J'ose à peine dire que là, sur ce sujet aussi, Ricardo pourra apporter des éléments parce que c'est quelque chose qui regarde de très près au Brésil. Je suis désolé, je ne ferai plus cette remarque.